Bénéfique, la prestation du président Macky Sall est à la hauteur des attentes des autorités académiques et administratives de Genève qui lui ont exprimé toute leur gratitude. Nous restons avec notre envoyé spécial au Mahning. À l'université de Genève, le président Macky Sall a eu du mal à se frayer un chemin. Car la communauté scientifique et les compatriotes se sont mobilisés pour lui exprimer leur fierté. Votre présence ici est un signe qui nous encourage énormément dans cette discussion. C'est un plaisir de vous savoir, Monsieur le Président du Sénégal, parmi nous. Nous attendons vos propos avec gourmandise, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que vous incarnez, en Afrique et à l'étranger, une dimension politique particulière. Le temps est donc donné. Le cours magistral peut commencer. Il sera de haute portée. Le point de vue que je souhaite partager avec vous est que dans ce monde où nous avons besoin les uns des autres, l'Afrique doit trouver toute sa place comme un continent majeur, un continent qui aspire au progrès et à la prospérité. Pour ce faire, l'Afrique doit prendre son destin en main, car en vérité, nous ne sommes pas pauvres. Je crois en une Afrique capable de se prendre en charge. Je crois en une Afrique qui pense et agit par et pour elle-même. C'est pourquoi j'invite à un nouveau regard sur le continent. Un regard débarrassé des idées reçues et des préjugés sous le prisme de l'urgence humanitaire et d'aide au développement. À l'évidence, l'aide ne peut assurément nous assurer, je m'excuse de la répétition, nous assurer le développement du continent. La trame d'un futur de progrès, c'est celle qui libère le potentiel de nos pays par l'investissement, par le commerce équitable et le partenariat mutuellement bénéfique. Et dans ce nouveau paradigme relationnel, ce qui importe, c'est moins ce que l'on veut faire pour l'Afrique, souvent le discours classique, que ce qu'on va faire avec l'Afrique, dans un esprit de dialogue et de respect mutuel. Pour que l'Afrique soit partie prenante des dynamiques du présent, il faut régler certains handicaps, liés notamment à l'interconnexion du continent. Très souvent, pour nos déplacements, nous faisons la liaison par l'Europe, jusqu'à présent. C'est plus simple de quitter une capitale africaine, de descendre dans une capitale européenne pour reprendre une liaison quotidienne vers l'Afrique, plutôt que d'avoir une liaison entre pays africains. Donc nous avons des handicaps majeurs sur la communication, sur les routes, sur le chemin de fer, sur les ports et les aéroports. Bref, le PIDA a été conçu pour combler ce gap. Imaginez la relation entre les deux Congos, entre la capitale Brazzaville et Kinshasa, où les gens sont parfois, ils se voient. Quand le temps est clair, ils se voient. Et une fois, le président m'a dit, j'ai fait 3 minutes d'hélicoptère pour quitter la capitale A et venir se poser dans l'autre capitale. Il n'y a aucun moyen, aucune liaison. Donc il faut un pont sur le fleuve Congo qui permette non seulement de la continuité territoriale, mais qui permettent également vraiment le passage d'un train pour les marchandises, les personnes. Bref, je n'ai pris que cet exemple, mais je peux parler de toutes les barrières entre le Sénégal et la Gambie, un petit fleuve qui nous sépare. Il faut un pont. Je pense que nous l'avons entamé, c'est heureux, c'est pareil. Il faut que nous construisions les ponts qui relient les peuples africains entre eux et qui relient les pays entre eux. Les défis sont nombreux, mais l'Afrique tient le bon bout. En tout cas, au Sénégal, la vision est claire. Grâce à une forte ambition que lui, le président Macky Sall, porte. Le PSE, notre nouvelle stratégie de développement,
économique et social qui a été lancé en février 2014 avec l'appui des partenaires. Ce PSE vise à faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Je rappelle que 2035 c'est demain, puisque souvent quand on parle de 2035, on pense que c'est dans un siècle, mais c'est dans 18 ans. C'est après-demain. Donc, il faut travailler. L'exercice honore les autorités académiques. La prestation est à la hauteur de leurs attentes. Je tiens à remercier très chaleureusement Son Excellence le Président Macky Sall de nous avoir offert cette magnifique opportunité. La conférence s'est poursuivie sous un autre format. Des juristes, historiens et autres politologues ont dialogué sur la leçon que le chef de l'État vient de livrer, à la grande satisfaction de la communauté universitaire de Genève. Et puis le président Macky Sall s'est rendu à l'Office des Nations Unies où il s'est entretenu avec le directeur de l'institution. En signant le livre d'or, le chef de l'État a salué le rôle de l'ONU pour la paix et la protection des droits humains. De son côté, le directeur de l'Office a magnifié l'engagement du Sénégal dans la promotion des idéaux de l'institution Omar Nying. L'Office des Nations Unies siège en Europe de l'organisation internationale. C'est un passage obligé à Genève. En venant ici, le président Macky Sall mesure l'importance de cette institution. Le directeur général est très honoré de la visite. L'accueil chaleureux sera suivi d'une séance de travail. Le mot de bienvenue est accompagné des abeilles onusiennes. C'est du miel issu des jardins de l'institution que Michael Moller offre de façon symbolique au président Macky Sall. Au cœur des discussions, le rôle du Sénégal dans la promotion des idéaux de l'Organisation des Nations Unies. Cette posture remarquable a été magnifiée une nouvelle fois par le directeur de l'Office. Pour sa part, le président Macky Sall a salué le rôle de l'ONU pour la promotion des droits de l'homme, son action pour le développement grâce à cet office et toutes les institutions spécialisées. Ce témoignage est contenu dans le livre d'or que le président de la République a signé avant de quitter l'institution. Voilà pour la visite du chef de l'État en Suisse. Chez nous au Sénégal, ce mercredi marque le huitième jour de la disparition de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum à Tivaouane. Une cérémonie a été organisée en présence du Khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, et des représentants de toutes les confréries du Sénégal. Des prières ont été formulées à l'endroit de l'illustre disparu Seydina Alioune Fall. Une cérémonie sobre, empreinte d'émotion. Toutes les confréries, toutes les sensibilités religieuses étaient représentées. Ce mercredi, 8e jour après la disparition de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, plusieurs délégations ont relié Tivaouane pour assister à la cérémonie. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, Khalife général des Tidianes, est revenu sur les qualités et les recommandations du disparu. Un homme, dira-t-il, multidimensionnel, qui a toute sa vie durant incarné des valeurs. À l'assistance, le Khalife général des Tidianes a adressé des remerciements. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin a sollicité des prières à l'endroit du disparu. Toute la famille était présente. En face d'elle, toutes les couches de la société, des autorités civiles et militaires, tous venus présenter leurs condoléances. La disparition de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum est une perte pour tout le Sénégal, pour le monde entier. Raison pour laquelle, dira le Khalife général des Tidianes, les condoléances sont également présentées à toutes les familles religieuses. Des anecdotes, des souvenirs pour rappeler le parcours de l'illustre disparu. Le porte-parole de la famille, Serigne Babacar Sy Mansour, a également remercié les personnes présentes venues soutenir, partager avec la famille cette épreuve. Des prières pour le disparu, des prières pour l'assistance, des prières pour le Sénégal ont mis un terme à cette cérémonie du 8e jour de la disparition de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum.
Restons à Tivaouane-la-Sainte, cette fois avec Ahmed Bachir Kounta qui nous dresse le portrait du 5e Khalif général Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, un guide à la dimension exceptionnelle. Il était au-dessus de la mêlée, se distinguant par son humanisme, d'ores et déjà inscrit dans les annales de l'histoire. Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum a vécu nonagénaire, animé de principes dont il a su sans faille assurer l'intégrité en toutes circonstances. Intellectuel de renommée, gnostique et canoniste, sa science des principes théologico-philosophiques a toujours suscité l'intérêt des chercheurs de différents horizons. Refusant toute dictature, fût-elle celle des idées, Al Maktoum s'était illustré dans la défense des libertés citoyennes. Cela lui a valu dans les années 60 d'être embastillé par 2 fois. Le pouvoir de l'époque, faute de le bâillonner, finit par respecter le courage politique, moral et physique de cet homme de foi. Nommé ambassadeur du Sénégal au Caire, alors capitale de la République arabe unie, qui regroupait l'Égypte et la Syrie, notre regretté compatriote fut une attraction majeure pour sa vaste culture, son raffinement et sa délicatesse de geste comme de pensée. L'on sait aussi que le président Gamal Abdel Nasser avait une grande admiration pour Al Maktoum, avec qui il se concertait souvent sur des sujets philosophiques. C'est à l'occasion de l'un de leurs entretiens que le Raïs a raconté à son hôte que Nikita Khrouchtchev, l'ancien leader de l'Union soviétique, lui a dit ceci: « Toi Nasser et moi Khrouchtchev, nous sommes des fous, mais il ne faut pas le dire, c'est un secret d'État. » Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum était également un poète dont l'inspiration et le talent ont séduit des cercles littéraires arabes qui l'ont comparé à l'égyptien Ahmad Shawqi, surnommé le prince des poètes, et dont les odes sur le prophète mises en solfège sont à la base du succès mondial de la diva Kalsoum. Al Maktoum a composé divers poèmes, notamment l'éloge funèbre de Serigne Babacar Sy. Véritable œuvre d'art, ce bel acrostiche chanté par El Hadji Malick Cissé Djingué est d'une haute valeur mystico-poétique. Il est éloquent sur la fidélité spirituelle de son auteur à l'endroit de Cheikh Al Khalifa, qui consacra sa prédestination et sa mission que Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum a honoré jusqu'à son ultime souffle. En effet, loin des vapeurs mondaines, il s'était attaché à redonner confiance aux survivants du naufrage de valeurs qui ont fait l'exception d'une génération de conducteurs d'âme dont Al Maktoum était le digne héritier. li ñoo tudde ndogal yu mag yi moo nekk ci téere ba sunu boroom la mu ca namm kenn mënul damm loxoom. Voilà la visite de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, revisité par Ahmed Bachir Kounta. Cette information livrée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avec le décret numéro 27442 en date du 15 mars 2017. Ce texte a procédé à la répartition des sièges de députés à élire au scrutin majoritaire départemental. Hadi Kamara. À l'occasion des élections législatives du 30 juillet 2017, conformément au code électoral, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, se fondant sur le décret numéro 2017-442 en date du 15 mars 2017, a procédé à la répartition des sièges de députés à élire au scrutin majoritaire départemental. Pour la région de Dakar, qui compte 4 départements, la répartition des sièges s'établit comme suit.
Dakar 7, Guédiawaye 2, Pikine 6 et Rufisque 2. Ce qui fait un total de 17 sièges pour la région de Dakar. En ce qui concerne la région de Diourbel, qui compte 3 départements, Bambey, Diourbel et Mbacké, nous avons pour le département de Bambey 2 sièges, Diourbel 2 sièges et Mbacké 5 sièges. Pour la région de Fatick, qui compte également 3 départements, Fatick, Foundiougne et Gossas, elle bénéficie d'un total de 5 sièges, dont 2 pour le département de Fatick, 2 pour Foundiougne et 1 pour Gossas. Dans la région de Kaffrine, on compte 6 sièges répartis comme suit. Birkilane, 1 siège. Kaffrine, 2 sièges. Koungheul, 2 sièges. Et enfin, Malam Odar, 1 siège. Pour la région de Kaolack, qui bénéficie quant à elle de 5 sièges pour ces 3 départements, Guinguinéo, 1 siège. Kaolack, 2 sièges. Et Nioro, 2 sièges. Pour la région de Kédougou, qui compte 3 départements, dont le département de Kédougou, qui bénéficie d'1 siège, Salémata, 1 siège, et Saraya, 1 siège. La région de Kolda compte quant à elle 5 sièges répartis comme suit. Département de Kolda, 2 sièges. Médina Yoro Foulah, 1 siège. Vélingara, 2 sièges. Pour la région de Louga, le département de Kébémer bénéficie de 2 sièges. Linguère, 2 sièges. Et le département de Louga, 2 sièges. La région de Matam, quant à elle, comptabilise au total 5 sièges répartis comme suit. Kanel, 2 sièges. Matam, 2 sièges. Et Ranérou-Ferlo, 1 siège. Pour la région de Saint-Louis, la répartition des sièges est la suivante. Dagana, 2 sièges. Podor, 2 sièges. Saint-Louis, 2 sièges. Au total, la région de Saint-Louis comptabilise 6 sièges. Dans la région de Sédhiou, le département de Bounkiling bénéficie de 1 siège. Goudomp, 2 sièges. Et le département de Sédhiou, 2 sièges. À Tambacounda, on comptabilise au total 7 sièges répartis comme suit. Département de Bakel, 2 sièges. Département de Goudiri, 1 siège. Département de Koumpentoum, 2 sièges. Et le département de Tambacounda, 2 sièges. Quant à la région de Thiès, nous avons au total 6 sièges, dont 2 pour le département de Mbour, 2 sièges pour le département de Thiès et 2 sièges pour le département de Tivaouane. Enfin, la région de Ziguinchor pour ce qui concerne le territoire national. La région de Ziguinchor bénéficie de 5 sièges répartis dans 3 départements. Bignona, 2 sièges. Oussouye, 1 siège. Et Ziguinchor département, 2 sièges. Au total, pour tout le territoire national, on comptabilise 90 sièges. À présent, la répartition des sièges pour les départements de l'étranger. Zone Afrique répartie en 4 départements bénéficie de 7 sièges au total. Afrique du Nord, 1 siège. Afrique de l'Ouest, 3 sièges. Afrique du Centre, 2 sièges. Et Afrique australe, 1 siège. Zone Europe, 6 sièges au total. Europe de l'Ouest, du Centre, du Nord, 3 sièges. Europe du Sud, 3 sièges. Zone Amérique-Océanie, 1 siège. Zone Asie Moyen-Orient, 1 siège. Au total, le nombre de sièges à l'étranger s'élève à 15 sièges. Nous restons avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique avec ce communiqué. Des informations parues récemment dans certains organes de presse imputent au directeur général des élections et au directeur de l'automatisation des fichiers la responsabilité d'une prétendue mise à l'arrêt de commission administrative du département de Dakar. Il convient de préciser qu'il a été procédé en relation avec les autorités administratives compétentes à un redéploiement de certaines machines de département ayant atteint un taux
d'enrôlement élevé vers des circonscriptions qui présentent encore un retard significatif. C'est le cas notamment des départements de Saraya, Salémata, Goudiri, Guinguinéo, Podor, Fatick et tout dernièrement de Dakar. Toutefois, s'agissant du cas spécifique de Dakar, outre les commissions fonctionnant régulièrement au niveau de la préfecture et des sous-préfectures, chaque commune dispose toujours d'au moins d'une commission administrative dont la capacité a été renforcée à l'effet de faciliter les inscriptions de citoyens par le biais de brigades se succédant jusqu'à 22 heures au plus tôt. Les départements bénéficiaires de ces redéploiements sont entre autres Guédiawaye, Pikine, Kébémer, Louga, Kaolack, Tambacounda et Kolda. Le souci de l'efficience dans le maillage du territoire et la volonté de donner à chaque Sénégalais la possibilité d'être inscrit reste la seule motivation de ces redéploiements. La journée mondiale de l'eau a été célébrée ce mercredi à Thiès sous le thème les eaux usées. La réutilisation de ces eaux est aujourd'hui un défi majeur pour le département en charge de l'hydraulique et de l'assainissement. La cérémonie a été présidée par le secrétaire d'État à l'hydraulique rurale en présence du ministre des Forces armées. C'est un reportage de Thierno Diallo. Temps fort de la célébration de la journée mondiale de l'eau à Thiès. Visite à la station d'épuration de Keur Saïd Ndoye. Ensuite, le périmètre maraîcher du village arrosé grâce aux eaux épurées de la station. La capacité de production n'est pas encore atteinte. Donc on peut encore accueillir des eaux et permettre non seulement de soulager les populations, parce qu'il faut dire que ceux qui ne sont pas raccordés aux réseaux aujourd'hui font ce qu'on appelle l'assainissement autonome. Pour Thiès spécifiquement, d'abord nous allons commencer dans 2 à 3 mois un grand projet de branchements sociaux qui va permettre de raccorder plus de 2000 domiciles au réseau d'assainissement collectif. Le traitement de ces eaux usées est confié à l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Depuis 2012, l'ONAS est entré dans un renouveau grâce à sa maîtrise de ces eaux usées. En plus de protéger les populations contre certaines maladies, d'améliorer le cadre de vie, l'assainissement des eaux usées est source de création de richesses par l'utilisation aussi bien des boues comme fertilisants, mais aussi des eaux épurées pour l'arboriculture et le maraîchage. Pour un accès à l'eau potable, la SONES a mis en place de grands projets, des projets initiés par le chef de l'État pour répondre aux besoins des populations en eau. Nous avons aujourd'hui un peu moins d'1 million d'abonnés en zone urbaine et périurbaine, ce qui ferait à peu près en termes de concessions ou de foyers qui ont de l'eau, un peu plus d'1 million de foyers ou en tout cas qui ont un robinet en zone urbaine et périurbaine. Je dis encore, monsieur le ministre, que nous sommes très heureux de ce que nous avons vu aujourd'hui comme exécution, que ce soit dans le PUDC ou au niveau du ministère. Des forages sont en train d'être construits, et des adductions d'eau. Donc c'est pour dire aujourd'hui que c'est un problème qui a été pris à bras le corps. Donc nous ne pouvons que nous en féliciter. La journée mondiale de l'eau célébrée cette année à Thiès a été ponctuée par des panels, des débats orientés sur les grands projets d'assainissement du pays lancés par le président Macky Sall. Et puis sachez que 80% des eaux usées proviennent pour l'essentiel des habitations, autrement dit du facteur humain. Constat, elles ne sont jamais loin des populations malgré les efforts consentis en matière de collecte et de traitement de ces eaux aux fins d'usage domestique. Notre reporter Lamine Touré est allé à la rencontre de quelques Dakarois qui cohabitent avec les eaux usées. Suivons son reportage. Parcelles Assainies, Patte d'Oie ou encore Grand Yoff. Ici, les eaux usées sont une problématique quotidienne. Dans les maisons ou dans la rue, ça pique et ça sent mauvais. Chacun apprécie selon le degré d'impact de ces eaux. Yandé Kodou de retour de boutique nous livre ses impressions sur sa vie de tous les jours, particulièrement d'une cohabitation fâcheuse. Pourquoi pas? Il y a l'odeur et tout ça, les moustiques. Et c'est pas hygiénique. Parce qu'on a des enfants, il y a des gens qui vivent ici. Ce canal à ciel ouvert contient des eaux usées qui ont fini de s'arrêter là, après un parcours certainement long. Une partie des populations de Grand Médine trouve là une belle opportunité de déverser les liquides qui ne servent plus à grand chose, à leur niveau, tout au moins. Le problème que nous avons ici au Sénégal, c'est le problème de civisme, d'éducation. L'éducation civique, c'est ce qui pose problème. Il faut qu'on nous éduque
à gérer l'eau. Parcelles Assainies, unité 13, nous voici devant un endroit réputé, qualifié de bas-fond en temps de pluie. Les eaux pluviales et celles usées se rencontrent ici, mais en cette période, tout semble être normal. Chez Fatou Diouf, voilà comment on gère la situation. On n'a pas de problème ici à part l'hivernage. Quand ça pleut, les fosses débordent, mais on arrive à gérer la situation grâce aux jeunes qui habitent ici. La gestion des eaux usées n'est pas une mince affaire. La question dépasse les populations. L'État joue sa partition. Grand Yoff, à la station de relèvement des eaux pluviales et de traitement des eaux usées, constat, tout est finalement mélangé et renseigne de la lourdeur et de la complexité du traitement réservé aux problèmes. Au final, quand l'eau stagne à durée infinie, les conséquences ne manquent pas. Yandekodou dort sous une moustiquaire. Les moustiques, nous on dort sur les moustiquaires 24 heures sur 24. Je profite de l'occasion, étant donné qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'eau, bon, qu'on puisse venir nous nettoyer le canal et éventuellement tuer les moustiques. À l'occasion de la journée mondiale de l'eau, les attentes restent encore nombreuses, surtout en matière de gestion des eaux usées. La santé et le bien-être des populations en dépendent forcément. Et en cette journée mondiale de l'eau, la rubrique santé s'intéresse aux bienfaits de cette ressource en période de chaleur comme pendant le froid. L'organisme a besoin d'être hydraté. Quel volume d'eau boire, à quelle fréquence, quelles sont les conséquences d'une déshydratation? Élément de réponse avec Oumou Baldé. L'eau reste par excellence la meilleure source d'hydratation, ce qui fait d'elle une ressource précieuse pour le fonctionnement de l'organisme. Car quand il en manque, il l'exprime de plusieurs manières. Quand on n'est pas bien hydraté, les premières structures qui vont perdre leur eau, parce qu'elles ne sont pas vitales, ce sont les cartilages. Et le disque en fait partie. En ce moment-là, c'est comme une éponge. Quand vous buvez beaucoup d'eau, l'éponge se gorge d'eau et gonfle. En ce moment-là, les vertèbres vont s'éloigner les unes des autres. Quand vous manquez d'eau, l'éponge se ratatine. Ici, le disque va se ratatiner. À ce moment-là, les vertèbres vont se rapprocher. Et quand deux vertèbres se rapprochent, jusqu'à des fois se toucher, ils vont coincer le nerf. Ça va déclencher une douleur sur le trajet du nerf coincé. Et il y a un excellent test pour savoir si on a assez bu ou pas, si on est bien hydraté ou pas. Et ça paraît un peu étrange, mais c'est de regarder la couleur de nos urines. Si les urines d'une personne bien hydratée sont plutôt claires, légèrement jaunâtres. Si vos urines sont beaucoup plus foncées que ça, c'est que vous êtes déshydraté et qu'il faut boire. Des exemples parmi tant d'autres qui montrent qu'il est indispensable de fournir à l'organisme suffisamment d'eau, que ce soit en période de froid ou de chaleur. En dehors du climat, il faut aussi prendre en compte l'âge et le mode de vie. Il se trouve qu'en période de grande chaleur, eh bien, on transpire beaucoup plus, donc on perd beaucoup plus d'eau. Alors, ça va dépendre, la quantité d'eau qu'on perd dépendra de notre activité. Donc, le maçon qui travaille sous le chaud soleil en plein mois d'août peut perdre jusqu'à 4 litres d'eau par jour, ou même plus. Et toujours, en tout cas, il faut remplacer ces pertes-là. Et il y a aussi le fait que les personnes âgées ont tendance à ne pas percevoir la soif comme des personnes moins âgées. Et donc oublient de boire. Surtout en période de chaleur, les personnes âgées sont très susceptibles à la déshydratation qui peut avoir des conséquences vraiment graves. Et la règle voudrait que l'on boive sans attendre d'avoir soif. La quantité aussi obéit à une autre règle. En nutrition, il n'y a rien qu'on doit consommer beaucoup d'eau. C'est une question d'équilibre. Et effectivement, on peut boire trop d'eau.
C'est rare, mais c'est arrivé. Il est arrivé que des personnes, et je pense que ça s'est vu chez les sportifs, de s'empoisonner à l'eau. C'est-à-dire de boire une très grande quantité d'eau sur une période très courte. Et à ce moment-là, ce qui se passe, l'empoisonnement entre guillemets, c'est qu'on dilue le sang en fait. Et on dilue le sang de manière tellement rapide. Et les reins n'ont pas le temps de filtrer toute cette eau. Et finalement, on peut en mourir. Donc, je déconseille absolument les cures d'eau. Donc, c'est à peu près 6 verres d'eau à peu près de ce volume. Et qu'on boit de façon continue. En substance, les bienfaits de l'eau sont inestimables. C'est d'ailleurs l'élément le plus important pour l'organisme après l'oxygène. L'eau est donc vitale. La rubrique santé sur les bienfaits de l'eau. Ce soir, vous n'aurez pas votre rendez-vous hebdomadaire Le Point. Ousmane Ngari Faye vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À la place, vous pourrez suivre un débat consacré à l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar avec comme invité Alioune Fall, conseiller du président de la République, et Moussatine de Tahaou Dakar. Ce sera avec Thierno Amadoussi. Le comité d'organisation du FESNAC tire un bilan positif de l'organisation du Festival national des arts et de la culture. Quelques critiques de cette édition organisée en décembre à Kolda ont cependant été formulées. Le FESNAC a par ailleurs donné des prix aux artistes pour les encourager. Ndeye Aïda. Satisfait dans l'organisation du FESNAC, Festival national des arts et culture de 2016, cependant, quelques mais. Le FESNAC, la 9e édition, a été une réussite. Nous nous en félicitons. Mais il reste beaucoup à parfaire. Parce qu'il y a des critiques qui nous ont été faites relativement à un certain nombre de difficultés que les délégations régionales ont rencontrées. Mais aussi liées peut-être au transport, à la restauration, à la modicité de la subvention. Parce que quand même, vous l'avez vécu avec nous en même temps que nous, les collectivités locales n'ont pas assez accompagné les délégations régionales. Ce qui fait que, avec la seule subvention du ministère de la Culture du FESNAC, certaines régions avaient quand même des difficultés à boucler leur budget de participation régionale. Pour encourager les artistes qui se sont produits à l'occasion, des prix ont été donnés, celui de la diversité, de la préservation du patrimoine ou encore de l'intégration africaine. C'est des motifs d'encouragement et de motivation des troupes artistiques qui se sont produites à l'occasion du FESNAC, et c'est une raison supplémentaire pour les pousser, les accompagner à améliorer leur proposition artistique et à se consacrer véritablement à la création de qualité. En décembre, le festival était organisé à Kolda, ce qui a permis d'étaler toute la diversité culturelle du Sénégal. Ce FESNAC est l'événement majeur de la culture sénégalaise. 8 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État du Sénégal a investi dans la construction et la réhabilitation de 17 collèges dans la région de Dakar. Ce projet d'appui à l'enseignement moyen dans la région de Dakar est financé par l'Agence française de développement. Démarré il y a 8 mois, les travaux sont à un niveau d'exécution satisfaisant. Martala Diop. Première étape de cette visite, le CM de Sébigar. Le chantier qui a démarré en septembre 2016 est dans sa vitesse de croisière. Le gros œuvre est presque terminé au grand bonheur des populations. Je suis venu aussi aujourd'hui à l'accueil pour lui témoigner en tout cas de ma satisfaction et de la satisfaction de toute la population de Sébikotane. Le ministre Serigne Mbaye Thiam s'est ensuite rendu tour à tour au CM de Kermassar village, à celui de la cité des enseignants de Guédiawaye. Il a terminé la visite au CM de l'unité 18 des Parcelles Assainies. Partout, les élèves et leurs parents ont exprimé leur totale satisfaction. Si on arrive à avoir un CM comme ça, moderne, équipé, maintenant ce qui reste, c'est les parents d'élèves, la population, les élèves, que chacun y mette pour qu'au moins on satisfait le président de la République. Parce qu'on ne peut pas investir tout ça et avoir de mauvais résultats. Au total, ce sont 17 collèges qui vont être construits dans Dakar et sa banlieue. L'objectif est d'améliorer le capital humain en contribuant au renforcement de l'accès et la réussite des élèves de l'enseignement moyen de la région de Dakar. Nous sommes satisfaits de constater que ce projet que le chef de l'État avait lancé et avait donné les instructions pour que les travaux puissent se terminer dans les délais impartis, que les travaux vont se terminer dans les délais impartis. Je dois préciser que c'est un projet aussi qui comprend un important volet d'équipement.
toutes les constructions seront équipées de tables-bancs, de matériel pédagogique, de matériel de laboratoire et de matériel informatique. Le projet, estimé à près de 8 milliards de francs CFA, est financé par l'Agence française de développement. Les choses avancent. J'étais ici il y a un an avec notre directrice des opérations et on peut voir les progrès qui ont été accomplis. Pour autant, je crois qu'il faut continuer à suivre de près les réalisations sur le terrain. On compte sur la GTIP qu'on connaît bien et on espère que les délais qui ont été annoncés vont pouvoir être tenus. Les chantiers vont être livrés avant la rentrée scolaire 2017-2018. Le maître d'ouvrage délégué, la GTIP, tient à respecter les délais. Nous travaillons en équipe avec la direction des constructions scolaires, l'unité de coordination du projet, mais avec les autorités académiques aussi et les collectivités locales. Donc c'est une approche participative qui nous a permis non seulement de respecter les délais, mais aussi de respecter les normes de qualité. Et je pense que les délais seront tenus. Les collèges seront même réceptionnés avant les délais contractuels. En définitive, à travers ce projet, l'État du Sénégal et son partenaire, l'AFD, optent pour des collèges offrant aux élèves de Dakar les meilleures conditions d'accueil, de sécurité et de confort. Ici Kermassar est une nouvelle école construite par l'Institut supérieur d'informatique. L'objectif est de décentraliser la formation. Les autorités de l'enseignement supérieur ont apprécié l'avancement des travaux lors d'une visite de chantier. Les cours vont démarrer à Izi Kermassar en mi-avril. Hamid Diop. L'Institut supérieur d'informatique se rapproche des populations de la banlieue. À Kermassar, l'école va bientôt inaugurer son joyau. En visite de chantier, le directeur de l'enseignement supérieur et celui en charge du privé ont constaté la qualité des travaux. Ce que nous avons vu nous réjouit à plus d'un titre. Le travail est sérieux, il est solide, il est bien conçu. Les amphis sont bien dimensionnés, les salles de classe sont bien aérées. Et je pense qu'on peut étudier sérieusement dans ces locaux-là. Izi Kermassar offrira les mêmes services que ceux présents partout dans le pays. L'école prévoit de recevoir de nombreux étudiants. Des locaux adéquats sont déjà prêts. Quand quelqu'un fait une bonne action, dans notre ministère, nous sommes toujours derrière. En tout cas, c'est le credo du ministre Marito Niane. Mais il rajoute souvent, on est derrière pour le soutenir, mais surtout pour l'empêcher de reculer. Parce que l'expérience a montré que Izi est en train de se rapprocher des populations. Après Izi Kafrine, Izi Djurbel, aujourd'hui Izi Kermassar, et nous pensons que la chevauchée ne va pas s'arrêter là. Prochaine réalisation, la cité pour étudiants en construction déjà. Pour le personnel d'Izi Kermassar, des logements sont disponibles. J'ai visité une institution qui a à cœur de prendre en charge le volet social, aussi bien pour les étudiants que pour le personnel. J'ai vu l'espace qui est réservé à la construction de la cité universitaire où les étudiants vont loger, pouvoir se restaurer et je pense que c'est extrêmement important. J'ai également vu des villas autour qui sont réservées au personnel et ça également c'est extrêmement encourageant. J'ai visité beaucoup d'établissements privés mais c'est la première fois que je vois un tel investissement pour son personnel. Le démarrage des cours est prévu en mi-avril. Le Sénégal va se doter d'un plan cadastral national. Le projet est en cours d'élaboration. L'annonce est faite par le directeur du cadastre. Il a préparé un atelier organisé par l'Ordre national des géomètres experts. Il renforce ses capacités pour participer à la mise en œuvre des réformes visant une bonne gouvernance foncière. Rubi Yatouba. En conclave, l'Ordre des géomètres experts du Sénégal améliore les compétences de ses membres. Nos confrères seront mieux outillés pour faire face aux multiples défis qui nous interpellent dans l'exercice de la profession et qui ont pour nom la bonne gouvernance foncière, la modernisation du cadastre et le renforcement de la délégation de services publics. Les géomètres experts ont pris la pleine mesure de leur rôle dans la transformation des titres précaires en titres fonciers et dans l'établissement du premier plan cadastral national. Depuis que le président, au mois d'octobre, a donné l'instruction pour qu'on réalise le cadastre, le ministère de l'économie et des finances et le directeur général des impôts et domaines sont en train de monter un grand projet avec des financements spéciaux pour que cette question du cadastrage soit définitivement réglée et instaurée dans ce pays.
Le cadastrage universel se fera avec l'appui des géomètres experts. Ils sont habilités à mener des enquêtes afin d'établir les plans d'occupation. La Banque ouest-africaine de développement a tenu ce matin